Dans la première partie, nous avons regardé l'aspect théorique de l'expérience de Haffel-Keating et nous nous sommes rendus compte que la variation de temps provoquée par l'effet de la vitesse ne représentait que moins de 15% de l'écart. Dans la première partie, nous avions aussi constaté qu'il y avait sur le voyage vers l'Est un écart de près de 50% entre la mesure et la prédiction théorique. Dans cette deuxième partie, nous allons ainsi examiner plus précisément les mesures réalisées. Les résultats expérimentaux de Haffel-Keating. En fait, il n'y a pas eu une seule mesure de réalisée, mais 4 mesures réalisées sur 4 horloges différentes. Les valeurs de plus 273 nanosecondes et moins 59 nanosecondes ne sont pas des mesures, mais des moyennes. Si nous retrouvons bien les moyennes données par Haffel-Keating, nous trouvons des incertitudes de mesure supérieures de 50% à celles communiquées dans leur article. Après étude des articles, les valeurs communiquées des 4 horloges ne sont pas non plus des mesures. Voici le tableau des mesures expérimentales. Pour lire ce tableau, prenons la première ligne des données vers l'Est. L'horloge numéro 120 affichait au départ du tour du monde un retard de moins 290 nanosecondes et à l'arrivée un retard de moins 780 nanosecondes. Cela signifie qu'avec le tour du monde, le retard s'est accru de 490 nanosecondes. Moins 490 nanosecondes est la véritable mesure expérimentale de l'horloge numéro 120. Les autres lignes du tableau indiquent les écarts des autres horloges vers l'Est puis vers l'Ouest. Quand on regarde le graphique, il n'est pas évident que les mesures vers l'Ouest, qui sont tout autant négatives que positives, vont finalement donner un résultat positif. De même pour le voyage vers l'Est, il y a 2 valeurs positives et 2 valeurs négatives. Il n'est pas évident de prime abord que le temps retarde. Un mot sur les horloges atomiques au césium. Voici à quoi elles ressemblent. Yes, folks, this is the famous clock that was used to check Einstein's relativity theory. If you don't have it. Yep, I now have 2 of them. Oh, and I like this stuff. Man, you can't invent this. Et voici le schéma de principe d'une horloge que l'on pourrait qualifier d'horloge arrêt spectral. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo d'en expliquer le fonctionnement, mais uniquement de montrer qu'il y a un four, une cavité vide, beaucoup d'électronique et même une horloge à quartz. C'est complexe, fragile, sensible aux vibrations, à la température, à la pression, aux ondes électromagnétiques. Toutes ces horloges dérivent plus ou moins, elles sont précises, mais leur fiabilité est relative. C'est pourquoi le temps universel sur Terre n'est pas donné par une seule horloge, mais par la moyenne de 16 horloges. Et lorsqu'une des horloges se met à dériver plus qu'attendu, on la change. Et voilà pourquoi, Haffel-Keating ont embarqué 4 horloges. Et comme chaque horloge dérive avec le temps, ils ont déduit la dérive mesurée avant le trajet des résultats bruts en taux 1 pour obtenir les valeurs corrigées en taux 2. Il est quand même amusant de constater que sur le voyage vers l'Est, la pendule numéro 408 donne alors une valeur positive plus forte, alors que c'est une valeur négative qui est attendue. Haffel-Keating vont ensuite prendre la moyenne des dérives avant le départ et après le départ. Les incertitudes de mesure taux 3 sont alors bien réduites. Mais pour le trajet vers l'ouest, les valeurs modifiées deviennent alors toutes bien inférieures à la valeur attendue de 273 nanosecondes. C'est ainsi que Haffel-Keating vont ensuite prendre d'autres valeurs de correction qu'ils n'expliquent pas, mais qui ont le net avantage de s'approcher des résultats attendus. Autrement dit, on ne sait pas d'où viennent ces 4 valeurs taux 4. Et de manière encore plus surprenante, les corrections entre l'Est et l'Ouest ne sont pas les mêmes pour une même horloge.
Quelle crédibilité donner à ces valeurs? Je vous laisse en juger. La reproduction du test d'Affel-Keating. Une expérience n'est valide que si elle peut être répétée par des équipes indépendantes et en maîtrisant les paramètres. Selon Wikipédia de juin 2020, ce test d'Affel-Keating aurait été refait à 3 reprises. Today's atomic clocks are more accurate, so the warping of time should be apparent even on an ordinary transatlantic flight. There's a champagne for you, sir. Yes, one for me and one for my friend. Certainly. About 5 minutes past 4 local time, which is 5 minutes past 9 English time. Einstein said time is that which is indicated by a clock. I think I know what a clock is, therefore I think I know what time is. You seem to be following an unbelievably constant track. En route, they collected data from the pilot, then put it into Einstein's equations to predict the time change. We have accumulated so far a change of 34 nanoseconds. Broadly speaking, it seems to confirm the original prediction. The clock will have gained somewhere between 37 and 40 nanoseconds when we land it in about half an hour's time. Avoir fait refaire l'expérience de Affel-Keating en 1996, 25 ans après, relève de la commémoration, pas du renouvellement de l'expérience par une équipe indépendante. Et ils n'ont même pas fait le tour du monde. En 1975, Halley de l'Université du Maryland a fait tourner un avion autour d'un lac pendant 15 heures. Ce n'est absolument pas un double tour du monde. Et d'ailleurs, l'effet Sagnac est absent. Ce n'est pas la même expérience. Toujours selon Wikipédia de juin 2020, cette expérience aurait été refaite en 2010, mais uniquement vers l'ouest, pas vers l'est où le temps est censé retarder. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé l'article décrivant cette expérience. Le test de Affel-Keating est unique et ne démontre pas le temps variable. Ce test d'Affel-Keating a déjà été critiqué. Louis Essen est le concepteur de la première horloge atomique au césium. Il était en même temps un opposant au temps variable de la théorie de la relativité. Si pour des raisons professionnelles il a arrêté de critiquer, cela montre au moins qu'il n'y a pas de lien direct entre le fonctionnement d'une horloge atomique et la théorie de la relativité. Hal Kelly était un brillant ingénieur irlandais qui s'est intéressé à la théorie de la relativité à la retraite, 10 ans avant de décéder, pour critiquer vivement ce test d'Affel-Keating. Il fut au mieux qualifié d'original. Néanmoins, il semblerait que c'est grâce à lui que le 3e document d'Affel sur les données brutes des mesures ait été déclassifié. En conclusion, a priori, les résultats d'Affel-Keating semblaient coller avec les prédictions de la théorie de la relativité. Mais dans la première vidéo, nous avons vu que la part de temps variable imputable à la vitesse ne représentait que moins de 15% de la variation du temps. C'est-à-dire que la valeur attribuée à l'expérience de pensée des jumeaux de Langevin est presque négligeable. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu que les données mesurées avaient été tellement changées qu'elles semblaient l'avoir été pour trouver le résultat attendu. D'autres expériences auraient pu confirmer ou préciser ces valeurs, mais chacune des 3 expériences reproduites présente sa propre lacune. En résumé, comme l'écrivait Hal Kelly, le test de Affel-Keating ne prouve rien.